Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'ose à peine dire, j'espère que vous avez pu passer des fêtes qui n'avaient peut-être pas le lustre et le faste habituel, mais au moins dans un minimum de lumière et de chaleur familiale. J'ai l'impression que tout le monde a passé des fêtes assez calmes, on pourrait dire. Alors, après avoir craint pendant un temps de ne pas pouvoir reprendre nos travaux en présence, nous devons vraiment nous estimer heureux de nous retrouver une fois de plus dans notre cher amphi Navarre, du moins jusqu'à nouvel ordre. Je crois que nous avons tous ce sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me sens donc très privilégiée. C'est le Père Noël qui appelle, un peu en retard. Donc, je me sens donc très privilégiée de pouvoir vous souhaiter en direct le meilleur du meilleur possible pour cette nouvelle année 2022, en attendant l'arrivée du tigre chinois à la fin du mois. Alors, en novembre, comme vous vous en souvenez, nous avons repris le cours de nos réflexions sur la question de savoir si la Chine peut encore prétendre être une civilisation. Alors, je crois pouvoir dire que non seulement les entreprises d'auto-glorification du discours officiel ne suffisent pas à nous en convaincre, ces entreprises d'autoglorification ne manquent pas, bien au contraire, de nous inquiéter par leur hubris, cette tentation de se croire invincible, voire immortel quand on a le sentiment d'être au sommet de la puissance, et qu'on a le sentiment que plus rien ni personne ne peut vous résister. Alors, autre motif d'inquiétude, donc l'année 2022 commence bien, alors que le monde entier a de lui-même intégré précisément cette idée que la Chine est la prochaine grande puissance, ou même qu'elle est déjà cette grande puissance absolue, la société chinoise, et plus grave encore, ces générations les plus jeunes, donnent de sérieux signes de lassitude et on pourrait même dire de burn-out, avec cette envie irrésistible de rester couché et ce manque d'envie, par exemple, de faire des enfants. Autant de signes observés et diagnostiqués en premier lieu par des sociologues chinois, comme on l'a vu, au point que l'État parti se voit contraint d'intervenir de manière plutôt musclée pour redynamiser la jeunesse. Nous avons vu tous ces efforts déployés pour remasculiniser les garçons, pour réprimer les tendances jugées déviantes, comme des goûts jugés trop féminins, comme la musique K-pop, ou comme l'homosexualité, la volonté de limiter, par exemple, de légiférer sur l'éducation des enfants en limitant les heures passées sur les jeux vidéo. Maintenant, les pauvres petits Chinois n'ont plus droit qu'à 3 heures de jeux vidéo, et la volonté d'enjoindre aux couples de produire non pas seulement 1, 2, mais 3 enfants, etc., etc. Mais le peu de résultats obtenus par cette politique pourtant extrêmement interventionniste et autoritariste, qui fait usage de toute la puissance étatique, montre bien qu'il y a un problème fondamental à vouloir imposer d'en haut, comme on dit en anglais top-down, d'imposer d'en haut au corps social des règles dont il ne veut pas. Et surtout, quand le pouvoir tout-puissant en place
n'a pas l'intelligence minimale de voir que ce qu'il considère comme des dysfonctionnements ne sont pas d'ordre mécanique, hein, qu'on peut réparer comme on répare une voiture en remplaçant des pièces détachées, hein, mais que ces dysfonctionnements sont le signe d'une crise existentielle et partant civilisationnelle profonde. Et c'est donc ça précisément qui nous inquiète. Alors, comme le dit le sociologue Sun Liping, que nous avons entendu il y a quelque temps, au lieu de s'évertuer, par exemple, à forcer les Chinois à faire des enfants, hein, ce qui, soit dit entre parenthèses, est encore plus difficile que de les empêcher d'en faire, comme ça a été le cas pendant les 3 dernières décennies, hein, le pouvoir en place ferait mieux de se demander pourquoi les Chinois n'ont plus envie d'en faire, alors que la génération précédente a, elle, tant souffert d'une situation diamétralement opposée de ne pas pouvoir en faire. Donc, vous voyez que là, on est dans le dysfonctionnement total. Alors, face à cet état parti tout-puissant, mais semble-t-il peu éclairé, nous avons vu qu'en conséquence se développent en Chine des stratégies de ce qu'on pourrait appeler résistance passive, qui consiste par exemple à ne plus obéir automatiquement et mécaniquement aux injonctions à coopérer, qui consiste à renoncer à prendre part à la course généralisée à l'échalote, à ne plus forcément aspirer aux mêmes objectifs que tout le monde, c'est-à-dire l'appartement de 100 mètres carrés, la voiture, etc., et à être davantage à l'écoute de soi-même et de ses inspirations réelles. Alors, ces stratégies de résistance passive, on l'a vu, peuvent prendre des formes multiples et dans des contextes très divers. Nous en avons vu des multiples exemples dans la classe moyenne urbaine, donc, qui concerne donc les jeunes actifs en particulier, les étudiants, etc. Mais de manière intéressante et symptomatique, on en trouve également de nombreux exemples encore plus radicaux dans les populations semi-urbaines ou rurales carrément, qui se font exproprier par les autorités et dont certains, parmi ces semi-urbains ou ruraux, refusent par tous les moyens d'être transformés en lapins à clapier. Alors, c'est le propos d'un film documentaire qui vient tout juste de sortir en salle, vous voyez, 5 janvier, c'était hier, et que je vous conseille, on ne peut plus fortement, de vous dépêcher d'aller voir pendant qu'il est encore possible d'aller au cinéma. Donc là, on commence par de bonnes résolutions. Au lieu d'aller voir le dernier remake de West Side Story de Spielberg, allez donc voir ce film et vous aurez d'autant moins d'excuses de ne pas vous y précipiter tout de suite, qu'il se donne tout près d'ici, à l'espace Saint-Michel, donc à côté de la fontaine Saint-Michel, et qu'il dure à peine 1h30. Donc même si ça ne vous plaît pas, vous n'aurez perdu qu'1h30 de votre précieuse vie. Bon. Alors, ce film s'intitule donc Quanzhou, une nouvelle ère. Alors la nouvelle ère, c'est un titre dont on mesure l'ironie une fois qu'on a vu le film. Alors, ce film a été réalisé par Boris Schwartzman, qui est né en 1981, donc il est dans la jeune quarantaine, qui est photographe et sociologue franco-argentin, donc l'élément argentin a son importance ici. Il mène des recherches à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et il documente depuis le début des années 2000 les conséquences sociales de l'urbanisation en Chine. Alors là, il me paraît important de vous
citer un entretien qu'il a donné au périodique Traverse, où il dit que ce film, c'est son premier long métrage documentaire. Et je le cite, « En tant que photographe et sociologue, je documente depuis près de 20 ans le thème des expropriations en Chine. Il existe des films sur les expropriations de logements dans les villes en Chine, mais j'ai ressenti le besoin urgent de filmer les expropriations de terres à la campagne, comme une des raisons principales de la disparition rapide d'une société traditionnellement rurale. Un sujet aujourd'hui majeur au niveau planétaire et pourtant très peu documenté. Contrairement aux expropriations en ville, où les habitants sont juste déplacés dans de nouveaux immeubles, l'expansion des villes sur les zones rurales force les ruraux à devenir du jour au lendemain de nouveaux citadins. Depuis 3 décennies, c'est-à-dire les années 90, c'est-à-dire les années qui ont suivi le lancement de la réforme économique par Deng Xiaoping, chaque année, environ 5 millions de paysans ont été urbanisés de la sorte in situ, à telle enseigne qu'il existe maintenant une expression consacrée en chinois, Nong Min Shang Lou, qui veut dire littéralement les paysans montent dans les immeubles, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés perchés dans les tours de HLM. En outre, les terres en Chine sont détenues collectivement. En forçant les ruraux à devenir des urbains, le gouvernement démantèle donc les dernières organisations collectives et, entre parenthèses, quasi-démocratiques à la base de la société. Et ici, je pense qu'il est d'importance d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit et qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, il faut savoir que dans la Chine communiste, les terres rurales sont détenues collectivement par les membres de chaque communauté rurale sous forme de parts. Et la réquisition des terres s'accompagne donc d'une transformation des comités ruraux en comités de quartiers urbains. Et en devenant urbaines, les communautés rurales sont démantelées et les habitants se voient privés de leur droit d'accès à la terre. En ce sens, ils ne sont pas des paysans sans terre comme dans d'autres pays qui exproprient leurs paysans. Et là, je pense que Boris Schwartzman pense à l'Amérique latine, par exemple. Mais ce sont des nouveaux urbains. Or, en ville, l'État est le seul propriétaire du sol. Il cède des droits d'usufruit pour le bâti, mais il n'y a pas de propriété privée du sol. Donc, si votre projet pour 2022, c'était d'acheter un appartement à Shanghai, sachez que c'est en fait juste un bail à long terme qui expirera au bout d'un certain temps. Donc, vous n'êtes pas véritablement propriétaire de cet appartement que vous avez payé très cher. Bon. Alors, contrairement aux idées reçues et à l'histoire du développement du capitalisme occidental, les expropriations de terres à la campagne en Chine ne se font donc pas par privatisation, mais par une nationalisation systématique des terres des paysans. Seules les autorités officielles peuvent donc déposséder les paysans de leurs terres pour en faire un usage non agricole. Une fois que ces terres reviennent à l'État, ou plus précisément aux autorités locales, celles-ci peuvent en tirer des bénéfices énormes en cédant des baux d'usage temporaire. Et là, bien sûr, c'est la porte ouverte, grande ouverte, à la corruption, bien sûr. Bon. Alors, ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter car l'urbanisation est au cœur du financement des autorités locales, promotrices de la modernisation de la nation. Et pour rééquilibrer les différences économiques, on construit actuellement partout en Chine ce qu'on appelle des nouveaux villages socialistes.
Alors, du fin fond du Tibet aux plaines du nord-est, les paysans sont regroupés dans des nouveaux villages et bourgs censés accélérer le passage à l'urbanisation. Alors, lorsque cette politique a été lancée en 2006, elle prévoyait d'urbaniser 250 millions de paysans avant 2025. Donc là, vous voyez, cette troisième vague, non pas de la pandémie, mais de l'urbanisation en Chine, est actuellement en plein boom. Et ce dont témoigne ce documentaire. Mais, au-delà des enjeux économiques, l'impact politique est aussi profond pour ces communautés rurales. Depuis les années 1980, les habitants votent leurs propres représentants au niveau local. Et là, je peux vous dire que c'est le seul et unique processus bottom-up, c'est-à-dire qui part de la base et qui remonte vers le haut. C'est le seul processus que vous trouvez en Chine de ce type. Alors, même si l'on sait que ces libertés sont dans les faits court-circuitées de différentes manières, la population rurale en Chine se sent néanmoins investie d'une volonté de s'impliquer dans la gestion de ces terres. Il ne faut jamais oublier que la société chinoise est avant tout et traditionnellement une société paysanne. Et c'est exactement ce que le pouvoir en place est actuellement en train de démanteler, là aussi en paradoxe total par rapport justement à ce qu'a voulu réaliser la révolution maoïste, qui a été faite d'abord pour la classe paysanne. Bien. Alors, le pouvoir concentré dans les villes a donc tout intérêt à reconquérir les communautés rurales qui sont autant de poches d'autonomie qui ont pu échapper jusqu'à présent au contrôle politique. Nous pouvons y voir la marque de fabrique d'un pouvoir qui renforce son contrôle sur l'ensemble de son territoire par l'expansion urbaine. Et donc, Boris Schwartzman conclut en disant « J'ai décidé de réaliser ce film en immersion, donc avec une méthode anthropologique, en quelque sorte, pour exemplifier depuis l'expérience d'une poignée de paysans un problème systémique qui secoue l'ensemble des campagnes chinoises. Comme le doyen du village Guangzhou m'a dit, Guangzhou, ce n'est pas toute la Chine, mais dans toutes les campagnes en Chine, il se passe les mêmes choses qu'à Guangzhou. Alors, qu'est-ce qui se passe justement à Guangzhou ? Le film commence in medias res. La caméra suit une jeune femme, sur un chemin qui est complètement envahi par les mauvaises herbes et qui mène à un champ de ruines. On voit donc des maisons effondrées, des tas de gravats, des détritus en tout genre. Et dans ce décor cataclysmique, aux surprises, on découvre un groupe de familles qui subsiste avec évidemment les difficultés qu'on imagine. Alors, ces groupes de familles, ce sont des paysans à qui donc la révolution chinoise avait promis un avenir radieux, à qui on avait fait miroiter qu'ils constituaient tout simplement le sens de l'histoire. Et du coup, c'est cette même Chine qui a détruit leurs maisons pour les chasser de chez eux, parce qu'ils ne sont plus d'actualité. En effet, en 2004, ce village de Guangzhou, situé sur une île fluviale en périphérie de Guangzhou, alors là, les Occidentaux qui ne connaissent pas le chinois font la confusion. Donc, ce village s'appelle Guangzhou et c'est à proximité de Guangzhou, qui est le nom chinois de Canton. Ce village a été réquisitionné pour faire place à un projet, je cite, d'île écologique internationale. Et en fait, de d'île écologique internationale, ce qu'on voit, ce sont des immeubles en béton, comme vous voyez là, ce charmant immeuble avec une architecture extrêmement imaginative, comme vous voyez, enfin, sur lequel est marqué ce slogan, donc « gagner par la qualité ». Bon.
j'imagine, la qualité de vie. Hein. Bon, et vous voyez ce villageois dans une posture chinoise extrêmement caractéristique. Donc, il a enlevé une chaussure, donc il médite comme ça avec un pied, les doigts de pied à l'air. Enfin bon. Et évidemment, ça le rend tout à fait pensif, hein, ce paysage. Donc là où se trouvaient des terres cultivées s'élève maintenant donc cette île écologique et qui en fait d'écologie c'est que du béton avec des immeubles pour riches et des hôtels de luxe. Alors pour tenter de se faire entendre, certains de ces paysans sont revenus vivre dans le dénuement le plus complet au milieu des décombres de leur village. Vous les voyez ici. Donc là, c'est vraiment l'éternel paysan chinois qui l'emporte. On a évidemment, on les a expropriés de leur terre, mais avec le peu qui reste, sur lesquels ils sont revenus, vous les voyez donc cultiver leur petit jardin à côté donc de ces immeubles éminemment écologiques. Alors, ils sont plus qu'une poignée à se battre sur les 2000 villageois qui peuplaient l'île de Guangzhou, et certains d'entre eux ont déjà accepté de céder leur terrain au 10e de sa valeur, et évidemment s'en sont mordus les doigts quand ils s'en sont aperçus, mais trop tard. Et en dehors du peu qu'on leur a donné, ils n'ont pas été relogés et ils n'ont pas de travail. Donc ceux qui ont cédé à la pression étatique s'en mangent les mains maintenant. Hein. Bon. Et ceux qui restent ont décidé de se battre en arguant des règles édictées par le gouvernement chinois lui-même. Alors ils rédigent sans se lasser, protestation polie après protestation polie et plaidoyer divers pour faire valoir leurs droits. Et tout ça, inutile de le dire, sans suite. Alors, ceux qui résistent, Boris Schwartzmann les a suivis pendant les 7 ans d'un long combat contre les autorités. Alors quand je dis combat, là on est un petit peu au-delà de la résistance passive. Ces villageois doivent faire face à des descentes de police permanentes, parfois plusieurs fois par jour, des destructions programmées de leurs maisons sous leurs yeux, sans autorisation officielle, et aussi on leur envoie parfois des gangsters, des forts à bras, enfin pour les tabasser, hein, carrément. Hein. Bon. Alors, donc, exercice de la force brute dans l'espoir que le découragement les prenne et qu'ils finissent par céder. Et alors, en fait, loin de céder, hein, ils parlent face à la caméra, où ils montrent une liberté de parole absolument confondante, hein, une liberté qui leur est donnée par le fait qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils tiennent bon, ils savent qu'il faut d'abord l'accord unanime des villageois pour que le village soit complètement rayé de la carte. Et ils montrent justement ces quelques maisons qui restent et qui, comme par hasard, appartiennent à des Chinois expatriés. Et c'est uniquement pour cette raison qu'on les a laissés debout. Donc, bonjour cette légalité à 2 poids, 2 mesures. Alors, ce qui frappe le plus dans tous ces témoignages, c'est le discours de la désillusion et en même temps la clarté d'analyse dont font preuve ces paysans. Même s'ils sont victimes d'un bien plus gros qu'eux et que ce bien plus gros qu'eux les lamine, ils ont choisi de se battre sur le terrain de la légalité et mènent envers et contre tout un combat qu'on peut penser perdu d'avance pour continuer simplement à se penser comme des hommes, des êtres humains. Et à ceux qui leur dénient toute existence, ils opposent leur tradition
perpétuant par exemple, on en voit des images dans le film, la fête des bateaux dragons, qui est une fête importante paysanne au sud de la Chine, et à ceux qui les déracinent, ils répondent par la filiation en établissant leur arbre généalogique. L'un de ces villageois qui m'a beaucoup frappé dit face à la caméra que l'État chinois, je cite, cherche à effacer l'histoire et à briser les lignages familiaux. Alors, comme le remarque Jacques Mandelbaum dans son article tout juste paru dans Le Monde, le film ne vaut pas seulement comme documentaire. Il nous émeut et nous touche par la spontanéité et la justesse de la parole de ces résistants et par la confiance qu'il place paradoxalement dans ce jeune chercheur étranger. Donc là, le paradoxe, c'est qu'ils font plus confiance à un étranger qui débarque, qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qu'à leur propre supérieur hiérarchique. Bon. Parce qu'ils savent que cet étranger sera le seul à pouvoir conserver une trace de leur combat et même de leur existence. D'ailleurs, en fait, quand on arrive à la fin du film, on se demande si ces résistants sont encore là maintenant, tant les choses évoluent vite dans une Chine lancée à corps perdu dans la course au bétonnage du territoire, dont un autre film qui est plus confidentiel, là je crois qu'il n'est pas visible en salle, qui s'intitule, alors là je vous passe encore quelques images de ce documentaire de Schwarzman. Donc vous voyez ce paysan chinois donc, dans la posture éternelle du paysan courbé sur la terre vers ses plantations, avec toujours ce magnifique immeuble écologique au fond. Et vous voyez ici cette dame donc essayer d'organiser la vie comme elle peut dans une espèce de comment dire de bidonville en fait qui essaye de survivre sous le regard de toutes ces grues qui n'attendent justement qu'à l'expulser pour pouvoir construire plus d'immeubles écologiques. Bon, alors donc cet autre film dont je viens de vous parler, qui s'intitule Toema. Toema qui veut dire est-ce que c'est juste en chinois, et qui est dû à un artiste français du nom de François Dérault. Alors ce film, on en retrouve certaines images dans un livre de photos qu'il a intitulé Discover. Et dans ce livre, vous avez également des textes d'Emmanuel Linco, qui est lui un sinologue. Et donc François Dérault témoigne à sa façon justement de ce qu'il appelle une Chine complètement dévastée. Il dit que Discover est le récit d'un voyage au futur antérieur, qui nous dévoile les contrastes d'une Chine contemporaine en construction incessante, faisant surgir des villes de terre comme par magie. Et pour faire image, ce François Dérault, qui n'est pas du tout sinologue, il ne parle pas chinois, donc a arpenté plus d'une centaine de villes chinoises, très peu visitées par les étrangers, exactement celles où l'arrogance des plus forts, l'exploitation des plus faibles et le mépris de la vie humaine ont pris les formes les plus impitoyables. Prémonitoire, le livre Discover nous montre une Chine dévastée où s'esquissent bien d'autres catastrophes en devenir. Alors, ici, nous avons donc un regard d'artiste qui, évidemment, représente un point de vue très différent de celui du sociologue, anthropologue de terrain de Boris Schwarzman, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que ces deux personnes voient exactement les mêmes choses et arrivent au même constat. Alors, pour en revenir un instant au documentaire de Boris Schwarzman, l'un de ces villageois résistants, celui-là même qui disait que l'État chinois cherchait à effacer l'histoire
et à briser les lignages familiaux. C'est le même qui dit, toujours face à la caméra, avec sa façon claire, tranquille et déterminée, il dit que la notion de droit n'existe pas en Chine. Et ceci montre qu'il est parfaitement lucide sur l'inutilité des démarches légales que les villageois entreprennent pour faire valoir leurs droits auprès d'autorités qui purement et simplement s'assoient dessus, et qui répondent par le recours à la force brutale et le harcèlement physique et moral. Ce qui n'empêche pas donc ces villageois récalcitrants de continuer à faire de la résistance sans répondre à la violence d'État par la violence. Ce qui n'est pas sans rappeler la voie non violente de Gandhi. Ce principe qui a été traduit en langue occidentale par la non-violence, le ahimsa, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de tuer ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'autrui. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Gandhi n'aimait pas justement cette expression de résistance passive à propos de la voie qu'il proposait, parce que justement ce terme de passif ne rendait pas compte de la forme active de son mouvement de protestation civile. Et Gandhi était absolument convaincu qu'il combattait pour la vérité, et c'est pour ça qu'il a composé le terme de satyagraha, qui est dérivé du terme sanskrit, donc satya, qui veut dire la vérité, et agraha, qui veut dire donc se saisir de quelque chose ou s'approprier quelque chose. Et Gandhi donc était absolument convaincu que ceux qui pratiquaient sa voie du satyagraha étaient, alors là c'est son côté assez disons indien, on pourrait dire, en fait rapportait, en fait se mettait en lien par là même avec une force morale supérieure et voire une force divine. Et pour lui, pratiquer le satyagraha, c'était une forme de force d'âme. Et dans un article de 1908, Gandhi dit carrément que le satyagrahi, c'est-à-dire donc celui qui pratique cette voie, se libère de la peur et refuse de se rendre esclave des autres. Donc évidemment, le combat de Gandhi contre la colonisation britannique, c'est bien sûr à sa propre histoire, etc. Mais ce qui me frappe ici, c'est que nous retrouvons un petit peu le même type de comportement chez ces paysans chinois, qui, du coup, en fait, en résistant de manière non violente et en restant dans les limites de la légalité, se libèrent de la peur et refusent justement de s'aliéner complètement en n'acceptant pas de devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lapins de clapier, mais en revendiquant donc leur humanité. Alors, cette observation de ce villageois chinois sur l'absence de la notion de droit en Chine nous ramène directement à l'article de Léon van der Merch, disparu récemment, sur lequel nous terminions la dernière fois. Cet article qui s'intitule « L'institution chinoise de remontrance », qui est paru dans la revue Études chinoises en 1994, parle justement de ce que Léon van der Merch assimile à une forme de germe de liberté d'opinion. Mais bon, ça c'est assez vite dit. Le principe de remontrance dans l'histoire impériale chinoise, c'est d'abord le principe
de l'accessibilité à la critique des décisions de l'empereur. Alors, ce terme de remontrance, il traduit donc le terme chinois tian, que vous avez donc en graphie un petit peu archaïque et en forme moderne en bas de la diapositive, et sur lesquelles se sont formées de nombreuses expressions synonymes telles que vous avez sur la diapositive, tianzheng, tianyi, zhijian, guijian, etc., et qui se traduisent par la soumission de ce qu'on appelle des zouyi, c'est la première expression sur la diapositive, qui sont en fait des formes de mémoriaux adressés à l'empereur. Ce sont donc des mémoriaux de remontrance adressés à l'empereur. Alors, Léon van der Merch poursuit en disant que ce qui caractérise la remontrance, au sens du terme technique chinois, c'est qu'elle met en cause l'autorité impériale. Et par là, elle se distingue de la censure tiancha que vous avez sur la 6e ligne de la diapositive, qui, elle, la censure, met en cause l'autorité administrative. Donc là, Léon van der Merch nous explique qu'il y a une distinction importante à faire, c'est-à-dire donc une remontrance qui est d'ordre moral adressée à l'empereur, à distinguer de la censure qui s'adresse en fait au corps administratif. La censure au sens non pas où nous l'entendons aujourd'hui, mais au sens où on peut parler, comme on dit en bon français, des bœufs carottes. La censure, c'est un peu le rôle que joue l'IGPN donc, sur le corps de la police nationale. Donc c'est un rôle administratif et technique, et non pas moral. Alors, Léon van der Merch écrit ceci: dans la tradition politique chinoise, tout le pouvoir appartient éminemment au Fils du ciel, à l'empereur. Ça, c'est quelque chose de bien connu. Il ne saurait donc être question de trouver dans l'organisation de l'État chinois rien qui soit de la nature d'une séparation des pouvoirs au sens où l'entend Montesquieu. Néanmoins, pour assurer l'exercice même du pouvoir impérial, il a bien fallu mettre en place un appareil constitué de mécanismes qui n'ont cessé de se perfectionner tout au long de l'histoire des institutions chinoises, actionnés par des agents, les fonctionnaires, entre lesquels se répartissent, sinon des pouvoirs au sens politique du mot, en tout cas des compétences techniques. Donc là, je crois qu'on peut dire justement que l'art de gouverner chinois s'est développé de manière extrêmement complexe et subtile et très comment dire, techniquement très complexe, mais qu'il y manque chaque fois justement la dimension véritablement politique. Alors, je vous passe un petit peu le détail historique de cette histoire de l'institution de la remontrance. Comme j'ai dit, cet article, vous pouvez le trouver assez facilement en ligne. Mais ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il y a eu d'abord une phase de mise en place et de développement des Han, c'est-à-dire en gros du tournant de l'ère chrétienne jusqu'au Song, c'est-à-dire au XIe, XIIe siècle, donc tout au long du premier millénaire, suivi d'une phase de marginalisation à partir justement des dynasties non chinoises, c'est-à-dire notamment à partir des Mongols au XIIIe, XIVe siècle, et ensuite de profondes dénaturations sous les Ming et les Qing. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la dynastie Ming rétablit donc
les dynasties chinoises après justement l'épisode mongol, hein, mais ce pouvoir chinois en profite justement pour débarrasser la Chine non seulement des Mongols, hein, mais de tout ce qu'ils ont évacué justement de leur système de gouvernance. Les Mongols ont mis de côté complètement cette institution de la remontrance, et donc les Ming, en rétablissant le pouvoir chinois, n'ont pas rétabli cette institution. Donc vous voyez un petit peu comment on peut faire bon usage, hein, d'une occupation étrangère. Hein. Bien. Alors, comment, se demande Léon Vandamme, la remontrance peut-elle fonctionner dans un système où, comme il vient de le dire, donc, tout le pouvoir appartient à un seul homme, à savoir donc l'empereur. Alors l'explication, c'est que la remontrance permet l'expression au plus haut niveau de l'État des valeurs politico-sociales de référence sur lesquelles se fonde le régime impérial lui-même, c'est-à-dire sur des valeurs dites confucéennes, quand ces valeurs apparaissent menacées par une mauvaise politique. Et c'est la reconnaissance de ces valeurs par le pouvoir impérial qui fait accepter par celui-ci la contestation, c'est-à-dire l'admonestation ou la remontrance, à condition que celle-ci soit conforme aux principes qui légitiment la remontrance. Alors, ici, il faut en revenir aux principes canoniques qui sont énoncés dans des sources justement canoniques, comme le livre de la piété filiale, le Xiaojing, dont nous avons eu l'occasion de parler assez longuement dans ce cours précédemment. Vous avez au chapitre Tianzheng, donc de la remontrance, un dialogue supposé entre un disciple de Confucius qui s'appelle Zhengzi, un maître Zheng, et le maître. Alors, Zhengzi yue, 若夫慈爱、恭敬、安亲、扬名，则闻命矣。敢问子从父之令，可谓孝乎？ Alors, Maître Zheng dit, pour ce qui est de l'affection, du respect, de la tranquillité d'esprit que l'on prodigue à ses proches et de la réputation que l'on assure à son nom, j'ai entendu vos instructions. Mais j'ose vous demander si le simple fait d'obéir aux ordres de son père peut être considéré comme de la piété filiale. Et là, grosse réaction du maître, Ziyue, shi he yan yu, shi he yan yu. Mais qu'est-ce que c'est que ces paroles, qu'est-ce que tu dis là? Et il le répète en plus, qu'est-ce que tu dis là? Et le maître continue en disant, xi zhe, tianzi you zhengchen qi ren, sui wu dao, bu shi qi tianxia. Jadis, autrefois, le fils du ciel, donc l'empereur, avait 7 ministres pour lui faire des remontrances, de telle sorte que même s'il était dépourvu de la voix, s'il s'écartait de la voix morale, c'est-à-dire même s'il se dévoyait au sens propre du terme, il ne perdait pas l'univers, il ne perdait pas son empire. Zhu hou you zhengchen wu ren, sui wu dao, bu shi qi guo. Alors, un cran en dessous, les princes feudataires avaient chacun 5 ministres pour leur faire des remontrances, et même s'ils se dévoyaient, ils ne perdaient pas leur royaume. Da fu you zhengchen san ren, sui wu dao, bu shi qi jia. Les grands officiers avaient chacun 3 ministres, donc on descend dans la hiérarchie, donc pour leur faire des remontrances, et même s'ils se dévoyaient, ils ne perdaient pas leur famille ou leur clan. Et shi you zheng you, ze shen bu li yu ling ming. Si un simple lettré a un seul ami pour lui faire des remontrances, alors il peut être sûr
que sa personne ne sombre, il peut être sûr que sa personne ne se départira pas de la bonne réputation. Fu you zhengzi, ze shen bu xian yu bu yi. Si un père a un fils pour lui faire des remontrances, alors il peut être sûr que sa personne ne sombrera pas dans ce qui est contraire au juste, c'est-à-dire ne sombrera pas dans l'immoralité. Gu dang bu yi, ze zi bu ke yi bu zheng yu fu, chen bu ke yi bu zheng yu jun. Ainsi, confronté à ce qui n'est pas juste, à ce qui est contraire à la morale, un fils ne peut pas ne pas admonester son père et un ministre ne peut pas ne pas admonester son prince. Autrement dit, c'est un devoir absolu, un devoir moral absolu. Gu dang bu yi, ze zheng zhi, cong fu zhi ling, you yan de wei xiao hu. Ainsi, confronté à ce qui n'est pas juste, il faut opposer des remontrances. Se contenter d'obéir aux ordres de son père, comment cela pourrait-il passer pour de la piété filiale? Autrement dit, l'indignation de Confucius devant la remarque de son disciple qui dit finalement la piété filiale, ça consiste tout simplement à obéir aveuglément aux ordres de son père. Comme ça, on est en règle, on est tranquille. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Un fils vraiment filial et un ministre vraiment loyal se doivent justement de protester, de contester et d'admonester quand c'est le principe du droit moral qui est en jeu. Et on finira là-dessus pour aujourd'hui, assez de chinois par séance, vous allez me dire. Je voulais quand même vous mettre le nez sur ce passage du Mencius, du Mengzi, au chapitre 5, B18, où là, Mencius n'y va pas par quatre chemins. Bon. Qi Xuan Wang Wen Qing. Alors là, vous avez donc un dialogue entre, comme très souvent dans le Mencius, Mencius va à la rencontre justement des grands de ce monde, des puissants de ce monde, qui au moins font semblant de lui demander conseil. Bon. Alors, le roi Xuan de Qi pose une question concernant les grands ministres. Alors, Meng Ziyue, Wang He Qing zhi wen ye. Alors, Maître Meng lui renvoie sa question en lui disant « Mais de quel grand ministre vous, le roi, votre majesté, veut-elle parler ?» Wang Yue, Qing bu tong hu. Le roi dit « Mais ah bon, parce que les grands ministres, ils ne sont pas tous pareils, ce n'est pas tous les mêmes. » Bon. Et Mencius de répondre « Yue bu tong. You gui qi zhi qing, you yi xing zhi qing. » Alors, non, il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui sont de rang noble et qui ont un lien de parenté avec le souverain, et d'autres qui portent un nom clanique différent. Donc vous avez ceux qui font partie au fond du clan royal et les autres qui portent un nom différent. Alors Wang Yue, Qing wen gui qi zhi qing. Le roi dit moi je veux parler de ceux qui sont nobles et qui ont un lien de parenté avec le souverain. Alors réponse de Mencius, donc Yue, Jun you da guo ze jian, fan fu zhi er bu ting, ze yi wei. Alors si le souverain commet des fautes graves, de grandes fautes, ses ministres, ceux-là qui sont nobles et qui sont proches de lui, ils ont le devoir de l'admonester, et si le souverain n'en tient aucun compte, même après des remontrances répétées, alors ses ministres doivent le détrôner. Bon. Alors, Wang, Boran, Bian Hu Se. Alors là-dessus, le roi tout d'un coup change de visage, ou change de couleur, il devient tout vert. Bon, là, vous avez une didascalie, comme aussi assez souvent dans le Mencius, qui vous montre la réaction assez, assez violente des propos des souverains quand ils entendent ce que disent Mencius.
Alors, Mencius reprend donc Wang Wu yi ye, Wang wen Chen, Chen bu gan, bu yi zheng dui. Donc, que votre majesté ne soit pas étonnée ou effrayée. Hein, votre majesté m'a posé une question et votre ministre, c'est-à-dire moi, Mencius, je n'ai pas osé ne pas y répondre par la vérité. Alors je traduis par vérité, évidemment je sais que c'est une traduction un peu encombrante hein, du point de vue philosophique, mais zheng dui, ça veut dire je réponds par ce qui est droit, ce qui est juste. Alors, Wang se ding, ran hou, qing wen yi xing zhe qing. Alors, une fois que, littéralement, le visage ou la couleur du roi s'est stabilisé, c'est-à-dire une fois qu'il a repris ses esprits, hein, il pose donc une nouvelle question sur, justement, les autres ministres, ceux qui portent un nom clanique différent. Et là, la réponse de Mencius, c'est « Jun you guo ze jian ». Alors, si le souverain commet une faute, ces ministres-là ont le devoir aussi de l'admonester, et si le souverain persiste à ne pas les écouter, après des remontrances répétées, ils doivent tout simplement partir, c'est-à-dire quitter le pays. Donc, plutôt partir que de continuer à servir un souverain qui ne veut rien entendre. Alors, vous voyez qu'il ressort de tous ces textes que la remontrance, c'est fondamentalement un devoir, un devoir moral, qui est donc à distinguer justement d'un droit au sens politique du terme. Alors, on va voir la prochaine fois justement que ce devoir peut aller justement à des extrêmes difficilement imaginable, mais ça reste que c'est un devoir moral et que même si on va jusqu'au bout du bout, ça ne devient pas quelque chose de politique. Bien, je crois que je vous ai assez matraqué avec du chinois, donc nous reprenons notre propos la semaine prochaine, si le Bouddha nous prête vie et si le gouvernement nous autorise à nous réunir encore. Et donc, allez voir ce film dès que vous pouvez. Merci.